Alors nous sommes le mardi 4 mai 2021. Alors, nous sommes toujours dans la série numéro 1. Et nous allons faire l'exercice numéro 2. Alors, regardez l'énoncé de l'exercice 2 dans la série. Alors, onde électromagnétique. Alors, c'est une onde électromagnétique, bien entendu harmonique. Ok? Plane. Polarisé. Alors, soit une onde électromagnétique. Donc, j'ai dit une onde, c'est quoi? J'ai déjà défini dans l'exercice 1, j'ai déjà défini une onde. Alors, vous avez une onde, c'est quoi? Est une, on va dire, perturbation dans ce cas. C'est une perturbation qui se propage. C'est un ébranlement, c'est une déformation qui va se propager. D'accord? Alors, électromagnétique. Électromagnétique, ça veut dire quoi? C'est une perturbation des champs. Alors, le champ électrique, c'est quoi le champ électrique? E et magnétique. Et c'est quoi le champ magnétique? Non? H. Qui se propage. Je rappelle que le champ électromagnétique, c'est quoi le champ électromagnétique? Écoutez votre camarade, écoutez ce qu'il a dit. La somme des champs électriques et magnétiques. C'est faux. Je ne peux pas effectuer la somme des champs électriques et magnétiques car ce sont deux entités mathématiques différentes qui ont des unités différentes. Vous avez E, l'unité de E c'est volt, mètre moins 1. L'unité de H c'est ampère, mètre moins 1. Et non le Tesla. Le Tesla c'est l'unité de l'induction. Je ne peux pas faire E plus H. Par contre, le champ électromagnétique, c'est l'association des deux. Je vais le noter comme ça. Ça, c'est un champ magnétique. C'est un champ électromagnétique. Le champ électromagnétique, c'est la donnée de quoi? De E et de H, mais pas la somme. D'accord? Bien. Et c'est quoi le champ électrique E? Qui est-ce qui peut me donner l'expression de E? Qui est-ce qui me donne le champ électrique? D'où vient le champ électrique? Il est égal à quoi le champ électrique?
Oui. C'est-à-dire que le champ électrique, j'obtiens un champ électrique lorsque j'ai des charges ponctuelles dans l'espace. Les charges ponctuelles dans l'espace vont perturber le potentiel scalaire électrostatique qui n'est plus constant. Et la variation du potentiel scalaire électrostatique dans l'espace va me donner le champ. Quel champ? Moins grade V, c'est quoi ça? Moins grade V. C'est le champ électrostatique, non pas électrique. Donc, E en un point M, c'est moins gradient de V au point M. E, le champ électrique en un point M, c'est la variation du potentiel scalaire électrostatique au point M. Ça, c'est la composante électrostatique. Moins D de A en M, bien entendu, sur dt. A, c'est le potentiel vecteur magnétique. C'est la variation du potentiel vecteur magnétique dans le temps. Ça, c'est ce qu'on appelle le champ électrique d'induction. Plus V vectoriel B. Et ça, c'est ce qu'on appelle le champ électromoteur d'induction. Le champ électrique, c'est la donnée de trois choses. C'est l'électrostatique plus électrique d'induction plus électromoteur d'induction. D'accord? C'est-à-dire, pour avoir un champ électrique, la première source, c'est la présence de charges électrostatiques ponctuelles ou bien continues, peu importe, dans l'espace. Ils vont modifier le potentiel scalaire électrostatique et la variation du potentiel scalaire électrostatique va me donner le champ électrostatique. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante, j'ai un courant qui est variable dans le temps. Si j'ai un courant qui n'est pas variable dans le temps, qui est constant, il ne va pas me donner de deuxième composante. Par contre, si j'ai un courant qui est variable dans le temps, ça veut dire que A, le potentiel vecteur magnétique est variable dans le temps. La variation du potentiel vecteur magnétique dans le temps, ça va me donner la deuxième composante. Ou bien, j'ai un conducteur qui tourne dans une induction magnétique B. C'est-à-dire un conducteur qui est mobile. Lorsque le conducteur est mobile, alors les électrons sont mobiles avec le conducteur et ça va me donner un champ électrique. Donc tout ceci, c'est l'électrique. L'électrostatique, c'est uniquement ça. D'accord? Et dans la matière, E, il est relié au vecteur déplacement D par la relation epsilon 0 E plus T. Ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement électrique. Ça, bien entendu, c'est le champ électrique. Et ça, c'est la polarisation diélectrique. D'accord? Ça, bien entendu, c'est le champ électrique. D'accord? Le champ magnétique H, il est relié à l'induction magnétique par la relation mu0 H plus I. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'induction al-magnétique. Ça, c'est l'excitation ou bien le champ, l'excitation magnétique. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'aimantation. D'accord?
Bien. Alors, regardez. Harmonique. Qu'est-ce que ça veut dire harmonique? Qu'est-ce que ça veut dire une onde harmonique? Alors, harmonique, ça veut dire elle est en cosinus de KR moins oméga T, ou bien sinus de KR moins oméga T. C'est ça ce que ça veut dire harmonique. Alors, plane. Qu'est-ce que ça veut dire plane? Ça veut dire que l'ensemble des points M qui appartiennent à l'espace à 3 dimensions, tels que phi en M est égal à une constante, alors tous ces points, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment un plan. L'ensemble des points de l'espace, l'ensemble des points M qui appartiennent à R3, tels que la phase en M est une constante. Et c'est quoi la phase en M? C'est le KR moins oméga T. Ça veut dire KR moins oméga T égale à une constante. Alors l'ensemble de tous ces points forme un plan. Je vous rappelle que R c'est le vecteur position dans l'espace, il a pour coordonnées x, y, z. D'accord? Alors c'est une onde plane polarisée. Ça veut dire que E admet une direction bien donnée, ou une direction précise, une direction donnée. C'est ça ce que ça veut dire une onde polarisée, mustaqtaba. Ça veut dire le vecteur E, il est dirigé suivant une direction. Une lumière polarisée, ça veut dire dans cette lumière E, il a une direction bien donnée. D'accord? Alors, j'ai dit la semaine dernière que E et H, alors ils obéissent à quoi? Ils obéissent aux équations de Maxwell. Alors les équations de Maxwell, c'est quoi? C'est la première équation qu'on appelle Maxwell. Alors, Maxwell-Faraday. Alors, cette équation, vous avez rotationnel de E en un point M et à l'instant T donné, c'est moins D de B en M à l'instant donné sur dt. Ça, c'est l'équation de Maxwell-Faraday. Puis, vous avez Maxwell-Ampère. Alors, Maxwell-Ampère, qu'est-ce qu'il vous dit? Rotationnel de P en un point M à un instant donné, c'est mu0 fois la densité de courant plus epsilon
epsilon 0 mu 0 d de E en M à un instant donné sur dt. Et vous avez la première loi de Gauss. Alors la première loi de Gauss, c'est quoi? Divergence du champ E en un point M, bien entendu à un instant t, elle est égale rho de M sur epsilon 0. Ok? Et quatrièmement, deuxième loi de Gauss, divergence de B en M égale à 0. Alors, ces quatre équations, ils vous donnent toute l'électricité, tout le magnétisme, et ils vous donnent l'optique. Toute l'optique. L'optique, c'est juste une petite partie de l'électricité, ou bien de l'électromagnétisme. D'accord? Alors, la première équation, elle va vous donner l'induction magnétique. La deuxième équation, elle va vous donner le théorème d'Ampère. La troisième, elle vous donne le théorème de Gauss. Et la quatrième, elle vous donne trois conséquences. Vous avez la première conséquence, c'est qu'il n'existe pas de charge magnétique. La deuxième conséquence, le flux de B à travers une surface fermée est nul. La troisième conséquence, c'est l'existence d'un potentiel vecteur magnétique A tel que rotationnel de A égale à B. D'accord? Bien. Tout ceci, bien entendu, ces implications, vous les obtenez soit en appliquant le théorème de Stokes ou bien le théorème de Green-Ostrogradski. Alors, si j'applique le rotationnel à cette équation, regardez, si j'applique rotationnel à la première équation de Maxwell, ça va me donner en M, rotationnel de E en M et à l'instant t donné, c'est égal à moins d sur dt de rotationnel de V à un instant t et en un point M. Rotationnel de rotationnel, c'est gradient de la divergence. C'est le gradient de la divergence de E en M à un instant t donné, moins delta en E, delta appliqué à E en un point M et à un instant t donné, qui est égal à moins d sur dt. Alors, rotationnel de B, mu 0 J, plus epsilon 0, mu 0 dE sur dt. Alors, moins t sur dt de quoi? De rotationnel de B. Alors, je vais me placer dans le vide. Alors, sans charge électrostatique, sans charge électrostatique et sans courant. Ça veut dire, je vais dire que ρ de M est identiquement nul et que J en un point M à un instant t donné est identiquement nul. Alors, d sur dt de rotationnel de B, ça va me donner cette d sur dt de ça qui est nul, plus epsilon 0 mu 0 d sur dt de E. Donc ça va me donner E. Divergence de E qui est égale à ρ, ça va me donner 0. Donc je vais avoir
moins delta de E en M un instant T donné, il est égal à quoi? Il est égal à moins égal, regardez s'il vous plaît, moins epsilon 0, mu 0, D2 de E dt au carré. Alors je vais ramener ce terme ici. Qu'est-ce que ça va me donner? Regardez. Ça va me donner l'équation suivante. Delta E en M un instant T donné moins epsilon 0 mu 0 D2 de E MT sur dt au carré égale à 0. Et ça, c'est l'équation de propagation des ondes, ou bien l'équation d'onde, ou bien l'équation de D'Alembert. Ça, c'est l'équation de D'Alembert. Bien entendu, à 3 dimensions. D'accord? Et la solution de cette équation, voir l'exercice 1. Ou bien l'exercice numéro 1. Alors, quelle est la solution? E en M, la solution harmonique. C'est E0 cosinus K scalaire R moins oméga T. Donc voilà la solution harmonique. En coordonnées cartésiennes, ça c'est égal à quoi? C'est E0x cosinus KR moins oméga T, E0y cosinus KR moins oméga T, E0z cosinus KR moins oméga T. On vous dit que ça c'est égal, regardez, la série, c'est égal. EX, c'est 100 cosinus pi 3 10 puissance 6 z moins 9 10 puissance 14 t, n'est-ce pas? 0, 0. Donc là, voilà l'équation de l'onde électromagnétique qui se propage dans le vide, c'est-à-dire sans charge électrostatique ni courant. Alors on vous demande par identification de déterminer l'amplitude. Regardez s'il vous plaît. Alors l'amplitude de l'onde. Et donc c'est E0 ou bien c'est le module du vecteur E0 qui est égal à E0x carré plus E0y carré plus E0z au carré, le tout à la puissance n demi. Ça veut dire c'est 10 puissance 2 au carré à la puissance n demi. Donc c'est 100 volts moins 2. C'est une onde dont l'amplitude est égale à 100 volts mètre moins 2. Quelle est sa longueur d'onde? La longueur d'onde lambda
Donnez l'amplitude. Ah non, la direction de polarisation. La direction de polarisation et la direction de E. Donc, elle s'identifie, c'est la direction OX. Dans le vecteur unitaire, c'est I. C'est-à-dire, c'est une onde qui est polarisée dans la direction X. L'onde est polarisée dans la direction X. Quelle est la direction de propagation de l'onde? La direction de propagation qui est-ce qui peut me donner la direction de propagation de l'onde? Cascade, oui, très bien. Ça veut dire, si je veux la direction de propagation, je dois la chercher dans l'amplitude ou bien dans la phase? Exact. L'amplitude. Dans l'amplitude, je vais trouver la polarisation de l'onde. Dans la phase, je vais trouver la direction de propagation. Vous avez le produit scalaire K, R. Il est égal à quoi? Il est égal Kx, Ky, Kz, scalaire X, Y, Z. Ça veut dire c'est Kxx plus K indice Y, plus K indice Z. Et ça, c'est égal à quoi? 3 pi 10 à la puissance 6Z. Donc, je vais effectuer l'identification. 3 pi 10 6Z, c'est KZZ. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Kx égale à 0, Ky égale à 0, K indice Z est égal à 3 pi 10 puissance 6. L'unité. Très bien. Mètre moins Z. Pourquoi? Parce que je l'ai dit là, il y a 2 semaines. J'ai dit que en physique, obligatoirement, l'argument de toute fonction mathématique, qu'elle soit exponentielle, logarithme, cosinus, sinus, tangente, tout ce que vous voulez, ce qu'il y a ici doit être sans dimension. Étant donné que la dimension de Z c'est mètre, obligatoirement KZ, sa dimension c'est mètre moins 1. La dimension de Z c'est mètre, automatiquement la dimension de KZ c'est mètre moins 1. Pour avoir un produit sans dimension. Sinon, je suis dans une situation qui n'a pas de sens. Ok? Bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déterminé la polarisation de l'onde, la direction de propagation et la direction de polarisation. Maintenant, on me demande la célérité. La célérité. La célérité de
de onde. C'est quoi la célérité de l'onde? C'est quoi la célérité? C'est l'équivalent de la vitesse pour la matière. La célérité, c'est un terme que l'on réserve aux ondes. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le produit K que multiplie la célérité C, n'est-ce pas? Il est égal à oméga. Ça veut dire que C, il est égal à oméga sur K. Donc, oméga, c'est 9 pi 10 14. D'accord? 9 pi 10 puissance 14. Divisé par alors 9 pi 10 puissance 14 divisé par K. 3 pi 10 puissance 6. Le résultat, c'est 3 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Donc, c'est la célérité de la lumière dans le vide. C'est la vitesse de propagation de la lumière ou bien de toute autre onde électromagnétique dans le vide. Alors, la longueur d'onde. Alors, la longueur d'onde lambda. Lambda, elle est égale à quoi? Sur la fréquence. La célérité sur la fréquence. La longueur d'onde lambda est telle que. Alors vous avez le module de K, il est égal à 2 pi sur lambda. Ça veut dire lambda, c'est 2 pi divisé par le module de K qui n'est autre que Kz. Ça veut dire c'est 2 fois pi divisé par 3 pi 10 puissance 6. Ça veut dire c'est 2 tiers 0,66 10 moins 6. Autrement dit, lambda, c'est 666,66 l'unité nanomètre. Nanomètre. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à quelle lumière? Lumière de quelle couleur? C'est une lumière rouge. Ok? La fréquence. Je veux la fréquence. La fréquence nu est telle que. Alors, j'ai nu
c'est l'inverse de la période. Et l'inverse, la période, c'est oméga sur 2pi. Donc c'est 2 fois pi sur oméga. C'est 2pi divisé par 9pi 10 puissance 14. Ça veut dire c'est 4,5. Non, non. Regardez. Non, c'est oméga. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Regardez s'il vous plaît. C'est T qui est égal à 2pi sur oméga. 1 sur T, c'est oméga sur 2pi. Donc, vous voyez, c'est le regard critique qui m'a sauvé. Donc, c'est 9 pi 10 puissance 14 divisé par 2 pi. C'est 4,5 10 puissance 14 Hertz. D'accord? Ça veut dire que c'est une lumière qui va monter et descendre. Combien de fois, combien de périodes temporelles en une seconde? 4,5 10 puissance 14. D'accord? Bien. Alors l'expression du champ magnétique. Corrigez. Troisièmement, c'est l'induction magnétique. L'induction magnétique B. Et non le champ magnétique. L'induction magnétique B, c'est la réponse du vide. Le champ magnétique, c'est l'excitation que je vais appliquer au vide. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais? Je vais aller chercher l'équation de Maxwell. Maxwell qui? Maxwell Faraday. Qu'est-ce qu'il me dit? Le rotationnel, si je l'applique à E, ça va être, c'est la variation par rapport au temps de B. Ok? Je suis en coordonnées cartésiennes. Regardez bien ce que je vais dire. Je peux faire l'opération mathématique suivante. D sur dx, D sur dy, D sur dz, de EX, EY, EZ. Il est égal moins d de bx sur dt, moins d de bz, non, by sur dt, moins d de bz sur dt. Alors, pour déterminer B, je vais utiliser rotationnel de E égale à moins d sur dt de B. Et pour le rotationnel de E, je vais dire c'est l'opérateur nabla vectoriel, l'opérateur champ électrique. Cette opération mathématique, elle est uniquement valable en coordonnées cartésiennes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous êtes en coordonnées cylindriques et je vous demande de me donner le rotationnel de E en coordonnées cylindriques, et vous écrivez ces nabla en coordonnées cylindriques multipliées vectorielles E
E en coordonnées cylindriques, c'est-à-dire E rho, E θ, E z, c'est faux. Il va vous donner un résultat faux. Si je vous demande de me donner rotationnel de E en coordonnées sphériques, et vous me dites c'est nabla en coordonnées sphériques, vectoriel ER, Eθ, Eφ, c'est faux. L'écriture rotationnelle de E égale à nabla vectoriel E, cette écriture est valable uniquement en coordonnées cartésiennes. Rappelez-vous ça. Ne dites pas un jour, c'est le prof qui nous a dit que rotationnel c'est nabla vectoriel. Uniquement en coordonnées cartésiennes. Bien. Alors, regardez l'expression de E sur la feuille. Je vous vois ça. La première composante D de EZ sur DY, il est égal à quoi? Regardez votre feuille, regardez la série, regardez le questionnaire. D de EZ sur DY, 0, moins D de EY sur DZ, 0. Première composante égale à 0. Zéro. Alors la deuxième composante, regardez ici s'il vous plaît. D de EZ sur DX. D'accord? Moins D de EX sur DZ. D de EX sur DZ, c'est 0. Il me reste D de EZ sur DX. Et je dois lui affecter un signe moins. Donc ici, c'est moins D de EX sur DZ. Ok? La troisième composante, D de EY sur DX. Très bien. Moins D de EX sur DY. 0. Alors, ça, c'est égal. La première composante, moins dBx sur dt, moins dBz sur dt, moins dBy sur dt. Donc, ici, ça veut dire bx égale à constante. Je vais choisir cette constante nulle. Je vais dire bx égale une constante. Je vais choisir cette constante nulle. Ici, la même chose. Je vais dire que bz est égale à une constante. Et je vais choisir cette constante nulle. Ok? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Moins d de x sur dz égale à moins d de y sur dt. Ça veut dire, alors d de x sur dz, c'est quoi? C'est 100 multiplié par 3pi 10 puissance 6, 3pi 10 puissance 6 multiplié par moins 1. La dérivée du cosinus, c'est le sinus de pi que multiplie 3 10 puissance 6 z moins 9 10 puissance 14 t, n'est-ce pas? Bien dit. Et ça, c'est égal à quoi?
moins BY sur DT. Ça veut dire que BY, c'est moins avec le signe moins, ça va partir. C'est l'intégrale de ça par rapport au temps. Donc ça va me donner 100 multiplié 3pi 10 puissance 6 divisé par moins 9 10 puissance 14. 9pi 10 puissance 14. Moins 9pi 10 puissance 14. L'intégrale des sinus, c'est moins cosinus. Donc, je vais mettre ici le plus. Et je vais avoir cosinus de pi 3 10 puissance 6 z moins 9 10 puissance 14 t. Ok? Ça veut dire que BY, B, c'est un vecteur. La composante x égale à 0, la composante z égale à 0, et la composante y est égale à 100, 10 puissance 2, 3pi 10 puissance 6, c'est 3pi 10 puissance 8, divisé par 9pi 10 puissance 14, c'est 1 tiers, je simplifie par pi, ok? C'est 3 neuvièmes, c'est 1 tiers, 10 moins 6, cosinus de quoi? De pi 3 10 puissance 6 z moins 9 10 puissance 14 t. Ok? Alors, la propagation. Regarde ici. Donc, j'ai ici, je vais dire l'axe X, l'axe Z. Ça, c'est Y. Ça, c'est X. Et ça, c'est Z. Regardez, s'il vous plaît.
Quelque chose comme ça. C'est très difficile de dessiner l'espace à 3 dimensions sur un tableau, mais je vais essayer de m'appliquer. Regardez. Je vais commencer par le champ électrique. Le champ électrique, il est dirigé suivant quoi? Suivant X. Donc j'ai des ça, c'est E. Il appartient au plan X, O, Z. Ok? Maintenant, il me faut le V. V, c'est ça. Vous voyez? Alors, B ou bien H, il appartient à quel plan? Y, O, Z. Donc, E, il oscille comme ça, H, il oscille comme ça. Exact. Et tous les deux se propagent dans la direction Z. C'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Et sa caractéristique, c'est qu'elle est transversale. Transversale. Donc je viens avec l'exercice 2.